Comment notre cerveau, cette machine biologique complexe faite de circuits et de cellules, arrive à produire des choses aussi incroyables que la mémoire, un choix ou même la conscience? C'est vraiment l'une des plus grandes questions de la science. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une sorte de plan, un plan computationnel de l'esprit pour essayer de comprendre comment des milliards de neurones s'organisent pour donner naissance à une simple pensée. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la base, le véritable atome de la cognition. Ensuite, on verra comment ces atomes entrent en compétition pour qu'on puisse prendre une décision. Après ça, on prendra de la hauteur pour regarder l'organisation du cerveau dans son ensemble et on terminera sur une idée fascinante qui pourrait bien nous éclairer sur la conscience elle-même. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On commence avec la fondation de toute pensée un peu complexe. Cette capacité qu'on a tous de garder une information en tête, active, là, maintenant. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La question a l'air toute bête, mais elle est absolument fondamentale. On ferme les yeux et on peut encore visualiser le visage de quelqu'un. Le stimulus, l'image, a disparu, et pourtant l'information est toujours là dans notre esprit. Mais comment le cerveau fait-il ce tour de magie? Eh bien, cette fameuse capacité, c'est la mémoire de travail. C'est un peu notre bloc-notes mental. Sans elle, on serait coincé dans l'instant présent. On ne ferait que réagir, comme un simple réflexe. C'est la mémoire de travail qui nous permet de nous détacher de l'ici et maintenant pour planifier, raisonner, bref, pour penser. Et la clé de ce mystère, on l'a trouvée en allant voir directement ce qui se passe dans le cerveau. Des chercheurs ont découvert que certaines cellules, surtout dans une zone appelée le cortex préfrontal, continuent de s'activer, de tirer, bien après que l'image ou le son a disparu. C'est ça, l'activité persistante. C'est la signature neuronale d'une pensée qui reste en ligne. D'accord, mais comment cette activité se maintient-elle toute seule? L'idée principale, c'est la réverbération. Imaginez un petit club de neurones très amis, très connectés entre eux. Un stimulus vient les activer et hop, ils se mettent à s'exciter les uns les autres en boucle. Ça crée une sorte d'écho neuronal qui s'auto-entretient. Et ça, c'est une illustration parfaite d'un concept hyper puissant en maths, un état attracteur. On peut imaginer l'activité de tous ces neurones comme une bille qui roule sur un paysage. Maintenir une pensée, c'est comme si cette bille tombait dans un creux, une vallée. Une fois qu'elle est au fond, elle y reste, bien stable. La pensée est maintenue. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce mécanisme qui nous permet de garder une pensée stable, eh bien c'est le même qui nous permet d'en choisir une parmi plusieurs. La différence est subtile, mais elle est cruciale. La mémoire, c'est le fait de rester tranquillement dans sa vallée. La prise de décision, c'est la compétition pour savoir quelle vallée on va atteindre. C'est une lutte entre différents groupes de neurones, chacun essayant de tirer l'activité globale du réseau vers son propre état stable. Prenons un exemple simple. On doit décider si des points sur un écran bougent vers la gauche ou vers la droite. Dans le cerveau, c'est la guerre. Un groupe de neurones qui code pour gauche et un autre qui code pour droite entrent en compétition directe. Chacun accumule des preuves visuelles pour sa propre option. On peut vraiment voir ça comme une course. L'activité de chaque groupe de neurones grimpe, et le premier qui atteint un certain seuil de décision gagne la compétition. Le choix est fait. D'ailleurs, le temps qu'il faut pour atteindre ce seuil, c'est ce qui va déterminer notre temps de réaction. Bon, jusqu'à maintenant, on a zoomé sur un tout petit circuit. Mais le cerveau, ce n'est évidemment pas juste une collection de circuits isolés. Alors maintenant, on dézoome pour voir comment ces principes s'appliquent à l'échelle du cerveau tout entier. Il faut se rendre compte du chiffre. Environ 86 milliards de neurones. C'est un nombre qui donne le vertige. Pour qu'un système aussi incroyablement complexe fonctionne, il doit forcément y avoir des principes d'organisation simples et élégants. Et l'un de ces grands principes, c'est ce qu'on appelle un gradient microscopique. En gros, les scientifiques ont remarqué que si on part des zones qui traitent les sens, comme la vision, et qu'on remonte vers les zones plus complexes comme le cortex préfrontal, les neurones sont de plus en plus interconnectés. Et cette différence de structure a une conséquence incroyable. Ça crée une hiérarchie de temps. En bas, les zones sensorielles fonctionnent à toute vitesse pour suivre un monde qui bouge sans arrêt. Et tout en haut, le cortex préfrontal a une dynamique beaucoup plus lente, ce qui lui permet d'intégrer des informations sur de plus longues durées, de planifier, de voir loin. L'analogie qui marche super bien pour comprendre ça, c'est celle de l'entreprise. Les zones sensorielles, ce sont les ouvriers sur la chaîne de production, hyper réactifs. Et le cortex préfrontal, c'est la salle du conseil d'administration où on prend le temps de réfléchir, de délibérer pour élaborer les grandes stratégies. Et cette superbe organisation hiérarchique nous amène à une théorie absolument vertigineuse sur la façon dont l'expérience consciente pourrait émerger. C'est le phénomène d'embrasement. Imaginez qu'on reçoive un stimulus très faible, presque subliminal. Les modèles prédisent que l'activité cérébrale va rester coincée en bas de la hiérarchie, dans les zones sensorielles. Ça s'allume un peu, localement, et puis ça s'éteint. L'information n'atteint jamais la conscience.
Mais si le stimulus est assez fort et dure assez longtemps, l'activité va franchir un seuil critique. Et là, elle se propage comme une traînée de poudre jusqu'en haut de la hiérarchie, jusqu'au cortex préfrontal. Lui, à son tour, va la rediffuser à l'ensemble du cerveau. C'est ça, l'embrasement. Une diffusion globale, à grande échelle, qui correspondrait au moment où l'information devient consciente. Alors si on fait le bilan de tout ce qu'on vient de voir, quels sont les grands principes de ce plan de l'esprit? Finalement, ce qui est fou, c'est que des fonctions aussi complexes que nos pensées semblent émerger de quelques briques de base assez simples. On a vu l'excitation récurrente, cet écho qui maintient nos pensées, la compétition, cette lutte qui nous permet de choisir, et cette incroyable hiérarchie de vitesse qui permet au cerveau de fonctionner sur plusieurs échelles de temps en même temps. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Si nos pensées, nos souvenirs, nos choix ne sont que des motifs stables d'activité cérébrale, que se passe-t-il quand ces motifs deviennent instables, ou au contraire quand ils deviennent trop rigides? Cette vision des choses ne nous aide pas seulement à comprendre comment l'esprit fonctionne, elle ouvre aussi des pistes complètement nouvelles pour comprendre ce qui se passe quand il se dérègle.